Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, il existe de nombreux instruments qui permettent de mesurer la masse. L'un d'entre eux, par exemple, est le spectromètre de masse, où on envoie des particules, des molécules, des atomes, dans un anneau où règne un champ électrique et magnétique, de telle manière à ce qu'ils viennent frapper une cible à des endroits précis selon leur masse. Voyons deux exemples simples d'appareils de mesure, plus simples que le spectromètre de masse, et qui sont très communs. Ils ont l'avantage d'être simples à comprendre et de permettre de poser un certain nombre de choses. Donc, le premier est le dynamomètre. Il se présente comme suit: un point d'attache, un point d'ancrage, un ressort sur lequel on applique une certaine force. Et il y a un indicateur, un marquage sur une graduation, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Le dynamomètre, en fait, ne mesure pas les masses, il mesure les forces. Il est composé d'un ressort, en général un ressort en acier, avec un bobinage très serré, qui va se déformer et s'étirer en fonction des forces. L'expérience montre que pour des déformations raisonnables, donc on n'étire pas le ressort, on ne multiplie pas par 10 sa longueur, si les déformations sont petites, alors l'allongement est parfaitement proportionnel à la force. Par conséquent, il est assez facile de graduer l'allongement du ressort pour indiquer la valeur de la force. À partir de cet appareil, on peut mesurer les masses à travers l'action des forces. Par exemple, on peut mesurer le poids simplement en supposant une certaine masse M. On va mesurer le poids de cet objet mis sous le dynamomètre. C'est de cette manière que fonctionne un pèse-personne. Le pèse-personne, du moins le pèse-personne mécanique, il en existe aussi des numériques avec une jauge de contrainte. Le pèse-personne mécanique a un ressort ou plus souvent une simple lame qui se déforme avec le poids. C'est moins précis qu'un ressort, mais c'est suffisant pour peser une personne à 100 ou 200 grammes près. L'autre méthode, c'est la balance, qui est une comparaison de masse. Alors, elle a un support. Le support est surmonté de ce qu'on appelle un fléau, et on a des couteaux qui permettent au fléau de balancer librement. Les couteaux suspendus avec deux plateaux, un plateau A et un plateau B. Les supports sous forme de couteau permettent de minimiser les frottements, le contact étant juste le long d'une ligne. Les deux côtés LA et LB, longueur A et longueur B, sont supposés identiques, mesurés au plus précis possible. On place ici une masse à mesurer, M', et ici on va déposer des masses marquées, des poids, comme on les appelle aussi, des masses marquées, de façon à équilibrer la balance. Ainsi, lorsqu'il y a équilibre du fléau, les masses M' et M sont identiques. Cette balance a un défaut, car elle est influencée par les petits défauts de construction. Par exemple, le fait que les plateaux n'auraient pas strictement le même poids eux-mêmes, ou le fait que les longueurs LA et LB ne seraient pas strictement identiques. Donc dans les balances de haute précision, on réalise, d'abord dans les balances de haute précision, les masses marquées ne sont pas manipulées à la main, c'est tout un dispositif fermé avec toute une mécanique interne pour bouger les poids, les masses. Ensuite, on effectue ce qu'on appelle une double pesée. C'est-à-dire que on va équilibrer d'abord la balance
M' avec une certaine masse, par exemple du sable ou tout autre fluide facile à doser, de façon à ce que ce soit parfaitement en équilibre. La masse ici est censée être identique, mais elle pourrait être un peu différente. Puis on enlève M' et on place des masses marquées de façon à avoir également cet équilibre avec la quantité, par exemple, de sable. Et dans ce cas, la masse M, ici, puisqu'il y a équilibre à la fois pour M et pour M', on est certain que M égale M' avec une excellente précision. On appelle, alors j'ai parlé ici des masses marquées, alors on appelle étalon, un étalon de mesure, un objet ou un phénomène physique qui sert de référence pour une grandeur et dont on choisit soit un objet, soit une manière de procéder avec le phénomène physique, de manière à lui attribuer la valeur 1, par choix. Par exemple, pour le mètre, on a longtemps utilisé, il y a eu plusieurs définitions. Il y a eu des définitions basées sur les méridiens, et maintenant on a longtemps utilisé aussi une barre en platine iridiée. Le platine iridié étant une matière extrêmement résistante et qui ne s'oxyde pas, etc. Donc elle a longtemps été conservée au pavillon de Breteuil, près de Paris, qui est le siège du Bureau international des poids et mesures. Et cette barre de référence a été choisie pour avoir une valeur de 1 mètre. Par définition, 1 mètre est la longueur de cette barre. Maintenant, on utilise une autre unité qui est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une durée donnée, une durée de l'ordre de la nanoseconde, milliardième de seconde. Quelques milliardièmes de seconde. La raison d'avoir choisi la lumière, d'abord parce qu'un phénomène physique ne risque pas d'être abîmé. On a constaté que les objets en platine iridiée, à force d'être manipulés, même malgré toutes les précautions qui sont prises, ils sont stockés sous des cloches, dans un gaz inerte. Lorsqu'on les manipule, on les manipule avec une très grande précaution, sans les toucher avec les doigts, parce que nous avons de la graisse cutanée. On ne les touche pas avec les doigts, et on les nettoie avec un tissu de lin très doux, avec un alcool léger, de façon à enlever toute trace sur les matériaux, etc. Malgré ça, on a constaté que ces matériaux, au bout de plusieurs décennies, finissaient par s'altérer. L'altération était infime, mais elle existe, et mesurable. Et donc, elle perturbe les étalons. Donc on a choisi un phénomène physique qui n'est pas ce défaut, et qui en plus peut être produit n'importe où sur la planète, sans devoir déplacer des étalons. Et la lumière a été choisie parce que dans le vide, selon la relativité et selon les vérifications, on en reparlera, à une vitesse c, 300 000 km par seconde environ, qui est parfaitement constante et invariante, c'est toujours la même. Et de plus, la seconde, donc c'est la distance parcourue en une fraction de seconde, est donnée par des horloges atomiques, et la mesure du temps est la mesure qui est la plus précise actuellement, les horloges atomiques ayant une extraordinaire précision. La masse, elle, a été longtemps, et encore tout récemment, encore quelques années, définie par un bloc en platine iridiée, stocké aussi au pavillon de Breteuil, et qui par définition valait 1 kg. Il existe maintenant une procédure qui a été mise en place il y a très très peu de temps. Je crois qu'elle a été validée courant de l'année dernière, et qui utilise un processus physique lié à la physique quantique et qui utilise la balance de Watt. Ces étalons servent de référence pour construire, par exemple, des masses marquées. Donc on ne va pas manipuler, en général, quand c'est des étalons matériels, on ne les manipule pas directement, on construit des étalons secondaires qui sont régulièrement vérifiés, et ce sont surtout ces étalons secondaires que l'on manipule pour fabriquer des étalons de haute précision qui vont aller dans l'industrie,
dans les laboratoires, dans l'industrie, et dans l'industrie, ils vont servir pour fabriquer d'autres objets, ce qu'on appelle des étalons dérivés, secondaires, tertiaires, quaternaires, etc. Par exemple, le mètre ruban, le simple mètre ruban de couturière, est basé sur l'étalon de longueur des physiciens, mais après plusieurs étapes. Le ruban de couturière n'étant pas réputé pour sa précision au millième de millimètre, hein, bien entendu. En plus, c'est du plastique, donc c'est pas très précis, mais c'est suffisant pour faire de la couture. Ensuite, c'est aussi à partir de ces étalons qu'on définit les unités. Donc on définit les longueurs avec un étalon qui vaut 1, la masse avec un étalon qui vaut 1, mais 1 quoi? Eh bien, on définit ainsi, par la longueur, on définit le mètre. L'étalon de longueur vaut 1 mètre par définition. Le mètre est défini de cette manière. Il est noté par petit m, comme la masse, mais on ne le confond pas, parce que m, pour la masse d'un objet, c'est une variable, et m, c'est une unité qu'on met à côté des chiffres. Le mètre. Le temps se mesure en secondes, il se note S. La masse se mesure en kilogrammes, qui se note kg. Et il existe toute une série d'unités, je ne sais plus de tel combien, 7 ou 8 unités de base. À côté de ça, on a les unités dérivées. Par exemple, la vitesse, qui se mesure en mètres par seconde, donc qui se note m/s. Et qui est évidemment automatiquement défini, puisque le mètre et la seconde ont été définis. De même, l'accélération se mesure en mètres par seconde au carré. C'est une variation, une augmentation de vitesse de 1 mètre par seconde à chaque seconde écoulée. La force se mesure en newton. Elle est définie en fait avec F égale MA, qu'on a vu. 1 newton étant 1 kg fois 1 mètre par seconde au carré. Et ainsi de suite pour toutes les unités que l'on utilise. Il y a aussi des multiples et des sous-multiples. Des kilomètres, des millimètres, des grammes, etc., etc., etc. Des heures pour les durées, etc. Donc, des tonnes, etc. Donc, toutes ces unités, multiples et sous-multiples, sont bien définies, bien entendu, et elles font partie d'un système d'unités appelé SI. À une époque, on disait MKS, mètre kilo seconde. Maintenant, on l'appelle SI, système international, qui a été adopté par tous les pays, ou presque. Les pays anglo-saxons les ont rejoints il n'y a pas si longtemps. À tel point que même sur leurs routes et leurs véhicules, on voit encore les distances ou les vitesses indiquées en miles ou en miles per hour. Donc, c'est assez récent chez eux, mais la quasi-totalité des pays ont adopté le SI. C'est indispensable parce que quand on compare des résultats scientifiques ou des résultats technologiques, industriels, commerciaux, on doit pouvoir comparer les grandeurs, parfois avec une très grande précision, donc il vaut mieux utiliser les mêmes unités. Et cela peut même conduire à d'énormes bourdes quand on ne le fait pas. Ainsi, une des sondes, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Mars Express, je ne suis plus sûr. Une sonde qui était envoyée vers Mars, à un moment donné, les Anglais ont communiqué aux Américains la position de la sonde par rapport à Mars, pour savoir quand freiner, et les Américains ont reçu les valeurs. Malheureusement, ils ont, les uns, je ne sais plus, je crois que c'est les Anglais qui ont utilisé les kilomètres. Les Anglais ont dit, voilà, elle est à autant de kilomètres, et les Américains ont compris à autant de miles. Malheureusement, le mile, c'est plus long que les kilomètres. Donc, ils ont cru que la sonde était plus loin. Et donc, ils n'ont pas freiné à temps. Et la sonde a percuté Mars, pulvérisé. C'est perdre vraiment une sonde de manière très bête. Ça coûte des millions, voire des milliards de dollars, et c'est vraiment une grosse bêtise. Donc, il vaut mieux que tous on utilise les mêmes unités. Et donc, ils utilisent encore des unités obsolètes. La calorie, qu'on rencontre encore surtout sur tout ce qui est alimentaire, qui est en fait une unité d'énergie. Maintenant, on utilise le joule. Sur les factures d'électricité, il y avait différentes unités. Par exemple, pour la consommation du gaz, c'était souvent indiqué en mètres cubes.
alors que maintenant on indique les joules, donc tout le monde est passé à ces unités, mais on rencontre encore des unités comme les calories dans le domaine de l'alimentaire. On utilisait aussi le pied à une époque pour les longueurs, ça plus personne n'utilise, en tout cas chez nous. La livre qui vaut 500 grammes, enfin environ 500 grammes, c'est pas tout à fait 500 grammes. Mais la livre est souvent encore utilisée, surtout quand on fait des achats et qu'on dit mettez-moi une livre de haché. Ça veut dire un demi-kilo. Maintenant c'est devenu un demi-kilo, donc c'est devenu ça. Tout le monde a arrondi. Voilà, donc il y a toutes sortes d'unités différentes et variées. Il y avait le pound anglais, les onces, on sait pour les poids, de toutes sortes d'unités pour le volume. Si on fait la liste de toutes les unités utilisées ou qui ont été utilisées, même seulement au XXe siècle, on a une liste longue comme le bras. Et si on le fait pour les débuts de l'humanité, là, il faut des pages et des pages. Savez-vous, par exemple, que même le mètre, qui a été défini en France, avant la Révolution française, il y avait des mètres définis dans chaque région, chaque ville. Chaque ville avait son mètre. Parfois avec des différences très importantes. Et imaginez, quand un drapier reçoit une commande et qu'on lui disait « Donnez-nous 20 mètres de ce tissu » et qu'il l'envoyait et que l'autre recevait les 3/4 de ce qu'il avait demandé pour le prix qu'il a payé. Il n'était pas content. Ou il le recevait trop, il devait en jeter. Et donc, il fallait que tout le monde ait le même mètre. Et c'est au moment de la Révolution que fut décidé d'harmoniser, et c'est le mètre de Paris qui a servi de référence. Pendant longtemps, à Paris et à d'autres endroits de France, on trouvait sur certains murs publics une barre qui valait exactement 1 mètre, le mètre défini pour toute la France. Et les artisans, à l'époque évidemment pas d'internet, peu d'instruments, pas d'électronique, donc peu d'instruments sophistiqués, en tout cas chez monsieur et madame tout le monde. Et donc les artisans venaient avec une simple corde, ça pouvait être un maçon, ça pouvait être un drapier, qui venait mesurer pour avoir la longueur du mètre telle qu'elle était définie. Il y en avait un peu partout à Paris, dans le reste de la France, il n'en reste plus qu'un. Je ne sais plus exactement où, mais il est à Paris. À Paris, il reste un endroit, maintenant on prend bien garde de le conserver, il a une valeur historique, avec ce mètre en métal incrusté dans un mur. Puis après, les autres pays ont suivi, ont dit ok, on va tous prendre le même mètre, de façon à ce qu'on parle le même langage. Et donc, comme je vous l'ai dit récemment, le système international s'est imposé de manière tout à fait internationale. Voilà pour les mesures en général et pour la masse en particulier. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes de la masse inerte, celle qui vient de l'inertie, et de la masse pesante. Et la question qui pourrait se poser, c'est quel est le rapport entre les deux ? Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons du principe d'équivalence. Je vous remercie.